Ma sœur m'a vaporisé de la laque directement dans les yeux. J'ai crié, aveuglé par la douleur, ma mère a ri, mais... Bonjour, je m'appelle K, et il y a quelques mois, ma sœur m'a vaporisé de la laque directement dans les yeux parce qu'elle a dit que je l'avais mal regardée. J'ai crié. Je ne pouvais plus voir. Ma mère a ri. Mon père a marmonné, bien fait pour toi, reine du drame. J'ai rincé la brûlure moi-même. Personne n'est venu. Personne n'a demandé. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était de réaliser que ce n'était pas nouveau. Ça avait toujours été comme ça, le silence, le gaslighting, les photos manquantes, la voix manquante, la mienne. Alors, j'ai commencé à garder des preuves. Et quand j'ai trouvé la lettre que ma grand-mère m'avait laissée, celle qu'ils avaient essayé de cacher, tout a changé. Maintenant, je suis propriétaire de la maison qu'ils pensaient leur appartenir pour toujours, et ce sont eux qui sont à l'extérieur. Comment suis-je arrivé ici? Laissez-moi vous montrer. S'ils peuvent rire pendant que je brûle, peut-être est-il temps qu'ils arrêtent de rire. Cette pensée ne m'a pas quitté. Ni pendant la nuit, ni même pendant que je nettoyais la vaisselle pour la fête qui n'était pas la mienne. Je bougeais comme si j'étais sous l'eau. Chaque mouvement distant, déconnecté du corps qui l'exécutait. Mon œil gauche brûlait d'une pulsation constante, enflé, couvert de croûte, mais personne ne l'a remarqué, ou ils ont fait semblant de ne pas le faire. À un moment donné, maman s'est tournée vers Vera, riant en léchant la sauce ranch de ses doigts. « Tu as toujours eu un talent pour remettre les gens à leur place », a-t-elle dit. Comme si la cruauté était un talent à louer. Vera a incliné la tête juste assez pour me lancer un sourire narquois. « Les limites », a-t-elle dit à personne en particulier. Certaines personnes ne les comprennent tout simplement pas, à moins qu'on ne les aide un peu. Personne n'a scié. Ni ma mère. Ni les cousins sur la terrasse. Pas même tante Cheryl, qui m'avait un jour donné un collier avec une croix pour être « la gentille ». La gentille ne se défend pas. La gentille encaisse et reste silencieuse. Je n'ai pas dit un mot. Après avoir chargé la dernière des assiettes grasses dans le lave-vaisselle, je suis monté à l'étage. Ma chambre sentait la lavande et la vieille honte. Le ventilateur de plafond grinçait, de façon rythmée, tranchant le silence comme une lame émoussée. J'ai fermé la porte, les verrouillé, me suis assise sur le tapis à côté de mon lit jumeau comme je le faisais quand j'avais 12 ans, me cachant des portes qui claquent et des crises de colère de Vera. J'ai sorti mon téléphone. Aucun appel manqué, aucun texto. Non pas que j'en attendais. À la place, j'ai ouvert l'appareil photo, j'ai fixé le rouge dans mon œil, laid, enflammé, à vif. La peau autour était tachée par le produit chimique. J'ai incliné la tête, pris une photo, l'ai sauvegardée et nommé le fichier. Incident 47. Ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait du mal, juste la première fois que je le documentais. Vers minuit, je suis allé dans la salle de bain, ouvrant à nouveau le robinet. Le miroir était encore embué de tout à l'heure, mais la brûlure sur ma peau ressemblait à une marque fraîche. Je me suis penché sur le lavabo, j'ai pris de l'eau dans ma main et j'ai rincé à nouveau. Le silence était pire que la douleur. En bas, des rires résonnaient à travers les bouches d'aération. La voix de Vera, reconnaissable entre toutes, a dit « Elle est probablement encore en train d'écrire ses sentiments dans son journal. » Quel martyr. Une vague de nausée m'a traversé, mais je suis resté immobile. Qu'est-ce qui changerait si je criais? Rien. Rien d'autre que de leur donner plus de munitions. Je me suis souvenu de l'époque où j'avais 10 ans et où je m'étais brûlé la paume sur la cuisinière en attrapant des macaronis au fromage. Vera m'avait mis au défi de le faire. Les vrais cuisiniers touchent la flamme, avait-elle dit. J'avais pleuré toute la nuit en serrant un sac de glace, mais quand maman a demandé, elle a balayé ça d'un rire. Elle est maladroite, a dit Vera. Elle fait toujours des choses stupides comme ça. Et ils l'ont cru. Cette nuit-là, j'étais assise dans la même salle de bain, enroulant ma main dans un torchon, murmurant « Je vais bien », encore et encore, jusqu'à ce que le mensonge ressemble à une berceuse. Mais je n'allais pas bien à l'époque, et je n'allais pas bien maintenant. J'ai levé les yeux vers le miroir. Mon reflet était fatigué. Plus vieux que 34 ans. Plus vieux que ma mère certains jours. J'ai pensé à mon curriculum vitae, intact depuis des mois. Aux entretiens auxquels je ne me suis jamais présenté. Aux amis que j'ai cessé d'appeler. Quelque part en chemin, j'ai disparu, même de moi-même. Plus jamais. Je suis allé dans ma chambre,
j'ai trouvé mon vieux cahier à spirale dans le tiroir sous le lit. C'était mon journal intime autrefois, au lycée. Les pages étaient pour la plupart vides, mais la première page avait une citation que j'avais copiée de quelque part. On apprend aux gens comment nous traiter parce que l'on tolère. Je n'ai encore rien écrit. J'ai juste tenu le livre et respiré. Vers 2 heures du matin, la maison est finalement devenue silencieuse. Je me suis allongé sur le sol au lieu de mon lit. Le bois dur avait quelque chose de rassurant, de solide, d'honnête. Un craquement dans le couloir m'a fait sursauter. Puis des pas, doux, délibérés. La poignée de la porte a bougé. J'ai retenu mon souffle. Une pause. Puis le bruit d'un papier glissant sous la porte. Après quelques minutes, j'ai rampé pour le récupérer. Une note pliée. L'écriture de ma mère. Ne faisons pas de ça toute une histoire. Tu sais à quel point tu es sensible. Excuse-toi simplement auprès de Vera et nous pourrons passer à autre chose. Passer à autre chose. Mon œil palpitait. J'ai chiffonné la note, l'ai jetée à la poubelle. Le sommeil n'est pas venu cette nuit-là, mais autre chose est venue. Une résolution tranquille. Le genre qui ne crie pas et ne claque pas les portes. Le genre qui se construit. Parce que s'il pouvait rire pendant que je brûlais, peut-être était-il temps que quelqu'un allume sa propre allumette. La famille Klein au complet. Cette écriture. C'était l'écriture cursive, pointue et inclinée de maman, comme si elle l'avait écrite avec intention, comme pour m'exclure avec la finalité de l'encre. La photo reposait sous la douce lumière jaune au-dessus du comptoir de la cuisine, semblant trop mise en scène pour être réelle. Je la fixais comme si c'était une preuve, parce que ça l'était. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré. Je suis juste resté là 1 minute de trop. Le réfrigérateur bourdonnait derrière moi. Quelque part à l'étage, Vera riait de nouveau, probablement à propos de quelque chose qu'elle avait publié sur le fait de « fixer des limites ». J'ai pris un verre dans le placard, me suis versé de l'eau avec des mains plus stables que je ne l'aurais cru. Puis j'ai plié la photo en deux, pas déchirée, juste pliée, délibérément. Je l'ai glissée dans mon cahier sous le titre que j'avais commencé la veille, preuve qu'ils m'ont effacé. Le lendemain matin, le soleil était trop vif pour mon état d'esprit. Mon œil gauche avait toujours l'air irrité, mais le gonflement avait un peu diminué. Je l'ai tamponné doucement avec un linge frais avant de descendre à la cuisine, me préparant déjà à ce qui allait suivre. Vera était assise à table, faisant défiler son téléphone, les cheveux enroulés dans une serviette, sirotant du lait d'avoine dans ma tasse, celle que j'utilisais toujours. Elle m'a regardé avec une expression neutre, puis est retournée à son fil d'actualité. Maman faisait des œufs brouillés, la spatule claquant un peu trop fort contre la poêle. Elle ne m'a pas salué. « K » a-t-elle dit à la place, d'une voix trop désinvolte. « Tu devras aller chez CVS plus tard. Vera a besoin d'un remplacement pour sa laque. C'est celle à 46 $. La bouteille bleue, pas la verte. Tu connais la différence, n'est-ce pas ?» J'ai cligné des yeux. « Vous voulez que je remplace la bouteille qu'elle m'a vaporisée au visage ?» Elle s'est retournée, les yeux écarquillés comme si je venais de l'accuser de vol. « Tu lui as fait peur. Tu n'aurais pas dû te tenir dans l'embrasure de sa porte comme ça. » J'étais dans ma propre chambre. « Ne sois pas dramatique », a-t-elle lancé sèchement avant de se retourner vers la cuisinière. Papa est entré juste à ce moment-là, toujours en peignoir, un journal sous le bras. « Ne faisons pas de tout un incident », a-t-il marmonné en passant, sans même me regarder. C'était surréaliste de voir avec quelle facilité il reformulait ce qui s'était passé. Comme si la vérité se pliait sous leur souffle. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement hoché la tête, suis retourné à l'étage, et pris mon portefeuille et ai marché les 4 pâtés de maison jusqu'à CVS. Le soleil tapait, impitoyable, mais la brise le rendait tolérable. Ce n'est qu'en arrivant aux portes automatiques que j'ai réalisé que je ne m'étais même pas maquillé pour couvrir la rougeur. À l'intérieur, la climatisation a été un choc bienvenu. J'ai erré devant les médicaments contre les allergies et les vitamines jusqu'à ce que je trouve les produits capillaires. Elle était là. La bouteille bleue odieuse avec du texte argenté. Volumis +7. Qualité professionnelle. 46 $. C'était plus que ce que je gagnais en une nuit entière de ménage pour la famille Simons. Pourtant, je l'ai prise. En faisant la queue, j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. K. Je me suis retourné.
C'était Léa Purcell. Léa du lycée. Nous avions eu français ensemble en seconde. Waouh. Salut, ça fait une éternité, a-t-elle dit. Tu vis toujours à la maison. J'ai souri, un sourire crispé et petit. Je donne juste un coup de main pour un moment. Oh, c'est gentil. Ça doit être bien d'avoir de la famille autour. J'ai menti. Oui, vraiment bien. Elle m'a parlé de ses 3 enfants, de sa licence d'agent immobilier, de la façon dont son plus jeune venait d'entrer en maternelle plus tôt. J'ai hoché la tête, écoutant poliment, comptant les minutes. Après avoir payé, j'ai pris le chemin le plus long pour rentrer, en passant par le parc, l'ancienne caserne de pompiers, l'endroit où papa m'avait appris à faire du vélo et avait crié quand je n'y arrivais pas tout de suite. C'est drôle comme les souvenirs tournent avec le temps. Quand je suis rentré à la maison, Vera était déjà habillée, les cheveux bruchés, le maquillage parfait. Elle a à peine levé les yeux de son ordinateur portable quand j'ai posé la nouvelle bouteille sur la table. Enfin, a-t-elle dit. Merci d'avoir été mature à ce sujet. Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, les préparatifs pour sa fête de célébration de carrière ont démarré. Vera venait de signer un nouveau contrat de marque avec une ligne de soins de la peau clean. Maman a suspendu des guirlandes lumineuses dans le jardin. Papa a sorti le barbecue. On m'a dit de couper des concombres et de ne pas déranger. À 17h, les invités sont arrivés, pour la plupart des amis de Vera, quelques personnes de l'église et des cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis des années. Je suis resté dans la cuisine, arrangeant des plateaux de légumes et faisant semblant de ne pas les entendre rire dehors. Près du coucher du soleil, quelqu'un a demandé une photo de famille. Je me suis essuyé les mains sur une serviette et suis sorti sur la terrasse. Allez, tout le monde, a appelé maman. Photo de groupe près des rosiers. J'ai commencé à m'approcher quand je l'ai entendu dire « K, tu peux la prendre ?» Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. « Prends la photo », a-t-elle répété. « Tu as toujours été doué avec les téléphones. » Je me suis figé. Ma cousine Rachel m'a tendu son téléphone, déjà ouvert sur l'appareil photo. Tous les autres étaient déjà en position. Papa, maman, Vera au centre comme une présentatrice de télévision, les bras autour de ses 2 parents. Un moment parfait. J'ai appuyé sur le déclencheur. Ok, encore une, ai-je dit, non pas parce que je voulais une meilleure photo, mais parce que j'avais besoin de 2 secondes de plus pour avaler ce qui se passait. Plus tard dans la nuit, j'ai vu la publication sur la page de Vera. La famille d'abord. 53 j'aime, sans identification pour moi. Je suis allé dans le salon pour prendre de l'eau et j'ai remarqué que le cadre au-dessus de la cheminée avait été mis à jour. La photo de la fête, agrandie, visage souriant, tons assortis, le genre de photo que l'on penserait appartenir à une unité soudée, sauf que je n'y étais pas. Je me suis tourné vers maman. Pourquoi n'étais-je pas sur la photo? Elle n'a même pas scié. Oh, K, ne commence pas. Tu es toujours si sensible. Ce n'était pas intentionnel. J'ai hoché lentement la tête. Mais tu l'as imprimé. Tu l'as encadré. Tu l'as légendé. Ce n'est qu'une photo, a-t-elle dit en haussant les épaules. Cette nuit-là, je suis allé me promener dans le quartier. J'ai fait la grande boucle en passant par l'école, l'ancienne épicerie qui a fermé pendant la pandémie, le banc où j'attendais que papa vienne me chercher après les leçons de piano auxquelles il n'est jamais venu. Dans ma poche, il y avait le reçu de CVS. Je ne sais pas pourquoi je l'avais gardé. Peut-être parce que c'était la seule preuve tangible que j'avais que quelque chose s'était passé, que j'avais fait quelque chose, que j'existais. Je suis rentré vers 21h30, la maison était calme, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Je suis entré dans la cuisine, avec l'intention de faire du thé. C'est là que je l'ai vu. Une deuxième impression de la photo de famille au dos. L'écriture de maman. La famille Klein au complet. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas jeté. J'ai juste fixé le vide. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de me réveiller, non pas à cause du bruit, mais à cause des souvenirs, comme si quelque chose tirait à l'arrière de mon esprit, essayant de se faire remarquer. J'étais allongé dans mon lit, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de ma tête, rejouant cette phrase, la famille Klein au complet, encore et encore. Ce n'était pas l'encre qui faisait mal. C'était l'intention. Vers 6h du matin, la maison était encore silencieuse.
Je suis sorti de ma chambre à pas de loup et j'ai erré dans le couloir. Mes pas ont ralenti lorsque j'ai atteint la photo encadrée au-dessus de la cheminée. Je l'ai de nouveau regardée, les sourires, la symétrie. La façon dont Vera se tenait au centre, maman inclinée protectriquement vers elle, et la main de papa posée doucement sur son épaule. Je n'étais pas là. Plus je regardais cette photo, plus elle commençait à se fondre dans un autre souvenir, pas un souvenir récent, mais vif, gravé dans mes os. 10 ans. L'odeur de l'eau de Javel, de pain parfumé au citron, le goût de quelque chose d'amer. On m'avait mis au défi. Bois-le. Juste une gorgée, avait dit Vera avec ce sourire narquois qu'elle arborait toujours quand elle savait que personne ne l'arrêterait. Si tu n'es pas une mauviette, tu le feras. Je me suis souvenu de la douleur cuisante dans ma gorge, de la brûlure. Je me suis souvenu de m'être tenu le ventre sur le sol carrelé, en haletant. Je me suis souvenu de maman qui m'avait conduite aux urgences, en soupirant tout le long du trajet. J'ai dit à l'infirmière ce qui s'était passé. Vera m'a mise au défi de le boire. Et maman avait ri. Elle est dramatique. Elle l'a toujours été. Elle voulait probablement juste un jour de congé de l'école. L'infirmière a écrit quelque chose. Je n'ai jamais su quoi, jusqu'à maintenant. Je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché la page de demande de dossier de l'hôpital. Il a fallu 3 clics et un court formulaire. Je l'ai rempli comme si mes mains appartenaient à quelqu'un d'autre. J'ai ajouté une note, incident vers août 2000. Ingestion de produits chimiques, urgence pédiatrique. Au moment où la maison s'est réveillée, j'avais déjà soumis le formulaire. Plus tard dans l'après-midi, alors que maman était à son service de bénévolat à l'église et que Vera était à l'étage en train de faire un direct pour son contrat de soins de la peau, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. Bonjour, est-ce que je parle à Kaya Miles, a demandé la voix. Féminine, plus âgée. Oui, c'est moi. Ici l'infirmière Connelly de l'hôpital général du comté de Bloune. Vous avez soumis une demande de dossier pédiatrique. Ma gorge s'est nouée. Oui, j'espérais obtenir des notes d'une visite aux urgences en 2000. Il y a eu une pause. Je travaillais ce jour-là, a-t-elle dit. Nous ne recevons pas beaucoup de ces demandes de suivi après 2 décennies. J'ai attendu, le souffle coupé. Je me souviens de vous. Petite chose, de grands yeux, morte de peur, mais polie. Vous avez dit que votre sœur vous avait mise au défi. C'est exact. Je vous ai cru. Je l'ai noté aussi. Elle a de nouveau fait une pause. Je déteste dire ça, mais votre mère était catégorique. Elle a dit que vous mentiez pour attirer l'attention. Nous avons dû enregistrer ce qu'elle a prétendu. Les notes sont toujours là. Je peux les envoyer par courrier ou les scanners. C'est à vous de choisir. Par courriel, s'il vous plaît, ai-je dit rapidement. 10 minutes plus tard, j'ai ouvert le PDF. Mes mains tremblaient en faisant défiler. Patiente présentée avec des brûlures chimiques à la bouche et à la gorge. L'enfant a déclaré que sa sœur avait encouragé l'ingestion. Le parent a nié. A cité des problèmes de comportement. Pas d'enquête plus approfondie. Cette dernière ligne s'est installée comme du béton dans mon ventre. J'ai imprimé le document, puis j'ai imprimé la photo de la fête que j'avais scannée la veille. Je les ai posées côte à côte sur mon lit. Une image d'absence, un enregistrement de silence. Ensemble, ils racontaient la même histoire. J'ai attrapé un dossier et l'ai étiqueté, chose qu'ils ont nié. À l'intérieur se trouvait le rapport des urgences, la photo, le reçu de CVS. Je n'étais pas encore sûr de ce que je construisais, mais je savais pourquoi. Plus tard dans la soirée, j'ai fait du thé et je me suis assise sur la balançoire du porche. Le soleil avait commencé à se coucher, peignant le ciel de teintes de cuivre et de pêche douce. J'ai ouvert mes courriels et j'ai rédigé un message. Objet, schéma de préjudice, archives personnelles. Destinataire, moi-même. Pièce jointe, rapport des urgences, photo, reçu. Corps du message, ce n'est pas de la paranoïa. C'est de l'archivage. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai emmené le dossier à l'étage et l'ai placé sous mon oreiller. Quand je me suis finalement endormi, je me suis retrouvé dans cette salle d'urgence. Mais quelque chose était différent. Cette fois, je n'étais pas recroquevillé de douleur. J'étais assise bien droite. Et quand l'infirmière m'a demandé ce qui s'était passé, je n'ai pas chuchoté.
C'est ma sœur qui me l'a donné, ai-je dit clairement. L'infirmière a hoché la tête, a pris son stylo. S'il vous plaît, ne la laissez pas recommencer. Je n'ai pas touché à la lettre avant le matin. Elle est restée là où je l'avais trouvée la veille, sur le sol, juste à l'intérieur de la porte de ma chambre. Je l'avais fixée pendant 1 heure, le poids de ces mots plus lourd que son papier. Quand la lumière du soleil a finalement commencé à filtrer à travers les fentes de mes stores, je me suis redressé, les prises et les relus. Tu as besoin d'aide. D'une vraie aide. Nous nous inquiétons pour ton esprit. Signé, bien sûr, avec le nom de maman tapé proprement en bas. Mais c'était la partie griffonnée en dessous avec ce stylo dur et familier qui m'a touché. La prochaine fois, ne gâche pas les événements de Vera. Pas, est-ce que tu vas bien? Ni, nous sommes désolés. Juste ça. J'ai plié la lettre 1 fois, puis je l'ai glissée sous le matelas, non pas par honte, mais pour la préserver. Je commençais à apprendre que certaines choses devaient être gardées, non pas pour s'accrocher à la douleur, mais pour construire des preuves. J'ai enfilé un jean et un t-shirt délavé, j'ai attaché mes cheveux en arrière et je suis descendu. L'odeur du café emplissait la cuisine, mais la cafetière était presque vide quand je suis arrivé. Juste assez pour une personne. Vera était assise au comptoir, les jambes croisées, faisant défiler son téléphone comme si elle faisait des recherches pour le remède contre le cancer. Maman se déplaçait autour d'elle comme si elle orbitait autour du soleil, versant du jus d'orange, coupant des fraises, fredonnant une chanson qu'elle prétendait ne pas détester. Aucune des deux ne m'a regardé. Ni quand je suis entré, ni quand j'ai ouvert le réfrigérateur, ni même quand j'ai pris une banane et me suis appuyé contre l'évier. Finalement, maman a parlé. K, quand tu auras un moment, pourrais-tu aller à la quincaillerie? Une des lumières du porche est grillée. Je n'ai pas levé les yeux. Bien sûr. Elle a souri comme si j'étais un chien qui venait d'obéir à un ordre. Avant de partir, je suis passé par le salon. Et il était de nouveau là. Le nouveau portrait toujours accroché au-dessus de la cheminée, parfaitement centré, parfaitement encadré. Mon absence ne me choquait plus. Elle ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo. Pas de légende, pas de filtre. Je l'ai sauvegardé sous le nom de fichier effaceur.jpeg. Cette nuit-là, pendant que Vera était en direct pour une autre session de questions-réponses, cette fois sur « maintenir des limites avec l'énergie toxique », je me suis assise dans ma chambre et j'ai commencé à compiler une chronologie, pas seulement pour moi, pour tout. J'ai ouvert un document Word et l'ai intitulé « L'histoire silencieuse ». J'ai listé tous les incidents dont je pouvais me souvenir. La brûlure sur la cuisinière, le défi de l'eau de Javel, le coup de brosse à cheveux au visage en 7e année, la fois où Vera a jeté mon journal par la fenêtre de la voiture parce qu'elle n'aimait pas la façon dont je la regardais. Les fois où ils ont ri, les fois où ils n'ont rien dit. J'ai fouillé dans les tiroirs, les vieux papiers d'école, même les courriels. J'ai joint des photos quand j'en avais, le rapport des urgences que j'avais imprimé, le reçu de la LAC, une capture d'écran de la publication de Vera d'il y a 2 jours, un dessin flou au mascara d'une fille en pleurs avec sa légende, certaines personnes n'ont pas besoin d'attention. Elles ont besoin de thérapie. Les commentaires en dessous me nouaient encore l'estomac. Aïe, encore cette sœur. Quelqu'un a besoin d'une chambre capitonnée. Les haineux haïront toujours. J'avais hésité à cliquer sur le bouton de signalement pendant une bonne minute. Puis j'ai fermé l'application. Laissons-les parler. Laissons-la en ligne. C'était mieux ainsi pour le moment. Je n'étais pas intéressé par un apitoiement. Je construisais quelque chose tranquillement, délibérément. Plus tard cette semaine-là, je me tenais de nouveau dans le couloir, regardant maman épousseter le cadre. C'est drôle comme c'est intitulé La famille Klein, ai-je dit nonchalamment. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'y suis pas, elle a froncé les sourcils. Oh, je suppose que le photographe t'a juste manqué. J'ai secoué la tête. Non, j'étais là. Je n'ai juste pas été invité à y figurer. Elle m'a lancé ce regard. Celui qui mélange la culpabilité et l'agacement, comme si je venais de salir ses sols propres avec de la boue. K, s'il te plaît, ne commence pas. Tu as toujours été sensible. Tu prends les choses personnellement alors qu'elles ne le sont pas, l'étiquette manuscrite n'était pas personnelle non plus. Elle a cligné des yeux. Quelle étiquette? Je l'ai fixée. Celle qui dit au complet. Il y a eu une pause.
Puis elle s'est retournée vers le cadre, l'ajustant d'un demi-pouce. Ce n'est qu'une photo, K. N'en fais pas quelque chose que ce n'est pas. Plus tard dans la nuit, j'ai sorti mon journal et j'ai écrit une seule phrase. Il ne s'agit plus d'amour. Il s'agit de survie. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire auparavant. J'ai commencé à effacer. Pas eux, moi. Leurs messages vocaux, l'ancien groupe de discussion familiale, les photos où j'étais identifié à Noël alors que j'étais derrière l'appareil photo. Tout a disparu. J'ai cessé de suivre Vera. Puis, maman. J'ai bloqué leurs notifications, leurs bruits, parce que j'avais besoin d'espace. J'avais besoin de m'entendre à nouveau. Et pour la première fois, je l'ai dit à voix haute à mon reflet dans le miroir. Si vous vous en prenez encore à moi, je ne resterai pas silencieuse. Cette nuit-là, alors que je m'installais dans mon lit, mes yeux ont capté un mouvement près de la porte. Une ombre. Puis quelque chose s'est glissé sous le cadre. J'ai attendu que les pas disparaissent dans le couloir avant de bouger. Une autre lettre, tapée. Tu as besoin d'aide. D'une vraie aide. Nous nous inquiétons pour ton esprit. Elle était de nouveau signée par maman, mais cette fois il y avait quelque chose de griffonné en dessous au stylo. L'encre était plus épaisse, le trait plus en colère. La prochaine fois, ne gâche pas les événements de Vera. J'ai fixé les mots. Mes mains n'ont pas tremblé. Mon cœur ne s'est pas emballé. À la place, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo de la lettre et je l'ai ajoutée à l'archive. Puis, je l'ai pliée, l'ai glissée dans le dossier marqué « Intention ». Il voulait m'étiqueter. Très bien. Mais j'avais mes propres étiquettes maintenant, et je savais exactement où les mettre. Et cette fois, je ne me battrai pas pour être entendu. Je me battrai pour être crainte. Cette phrase résonnait dans ma tête alors que le portail bourdonnait et que je sortais sur le parking en gravier devant l'établissement. Je n'ai pas regardé en arrière, n'ai pas attendu qu'un coup de vent symbolique ferme la porte derrière moi. J'ai simplement marché, de la même manière qu'on quitte un incendie qu'on a regardé brûler trop longtemps. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. À la place, j'ai appelé Irene. Tu es sortie, a-t-elle dit, d'une voix calme, posée, comme si c'était juste la prochaine étape logique. Oui, ai-je répondu. Et j'ai ce dont j'ai besoin. Alors il est temps, a-t-elle dit. 2 heures plus tard, nous étions assises ensemble à la table du coin d'une petite boulangerie qu'elle aimait. Son idée, pas la mienne. On a besoin de sucre quand on travaille sur une vengeance, avait-elle dit avec un clin d'œil. Mais je n'étais pas là pour la douceur. J'ai sorti le dossier en manille de mon sac et l'ai posé sur la table. À l'intérieur, la fausse demande d'évaluation, signée à mon insu. Une copie du courriel du service juridique de la clinique confirmant que les documents n'avaient jamais été certifiés. Une impression de la conversation par texto entre maman et l'administrateur de l'établissement, froide, calculée. Ils n'avaient même pas essayé de cacher leur coordination. Et niché entre les pages, une note manuscrite, des courbes et des boucles familières. L'écriture de ma grand-mère Eunice. S'ils te réduisent un jour au silence, souviens-toi que le silence n'est pas une faiblesse. Tu n'es pas folle. Tu es le feu qu'ils craignent. J'ai trouvé la note glissée dans mon vieux cahier de lycée. Il l'avait apportée avec mes affaires, ignorant ce qu'il contenait. Elle avait dû l'écrire il y a des années, bien avant son décès. Peut-être savait-elle ce que j'allais affronter. Peut-être l'avait-elle affronté aussi. Je n'avais pas pleuré quand ils avaient fermé la porte derrière moi. Mais en tenant ces mots, je l'ai fait, non pas de douleur, mais de clarté. Ils ont essayé de t'enterrer sous des papiers, a dit Irene en feuilletant le dossier. Enterrons-les sous la vérité. Le lendemain, j'ai créé un dossier principal. J'y ai inclus chaque preuve que j'avais collectée depuis l'incident de la LAC, le rapport des urgences, les fausses allégations psychiatriques, les textos, les captures d'écran des réseaux sociaux, chaque cicatrice documentée, chaque manipulation classée. J'ai intitulé le dossier « Les archives Klein ». Ce soir-là, je suis retourné à la maison. Maman regardait une série policière. Vera à l'étage, enregistrant un autre tutoriel de maquillage. Je suis entré par la porte d'entrée comme si j'étais juste allé faire des courses. Maman s'est légèrement tournée en me voyant. « Tu as l'air reposé », a-t-elle dit avec un sourire crispé. « Tu vois, la pause a aidé. » Je n'ai rien dit. Vera est apparue en haut des escaliers, tenant son téléphone. « Tu n'as pas appelé ?»
a-t-elle dit. C'était impoli. J'ai laissé tomber le dossier sur la table basse. Elles l'ont toutes les deux regardé. Qu'est-ce que c'est que ça, a demandé maman. De la documentation, ai-je dit. De tout. La voix de maman est devenue neutre. K, tu n'as aucun sens. Vous avez falsifié une demande médicale, ai-je dit. Vous l'avez déposée par l'intermédiaire d'un contact qui n'avait jamais l'autorité de me retenir. J'ai la preuve. Vera a ricané. Oh, s'il te plaît. Tu es de nouveau en train de perdre les pédales. Je l'ai regardé, longuement et froidement. Tu veux continuer, Vera? Continuer le gaslighting. Vas-y, parce que la prochaine étape, c'est le tribunal. Maman s'est levée, troublée. K, ne fais pas ça. Ça va ruiner le nom de la famille. J'ai ri. C'est sorti tout seul. Pas prévu. Vous l'avez déjà fait. Je ne fais que le nommer. Cette nuit-là, j'ai fait une sauvegarde de tout. Puis j'ai dormi pendant 12 heures complètes. Le lendemain matin, j'ai déposé un rapport formel auprès des autorités locales, violence psychologique, faux et usage de faux, fraude. Irene m'a aidé à formuler les déclarations clairement, sans accusation, mais avec précision, le genre de langage qui porte, le genre de voix qu'il ne pourrait jamais déformer. Puis j'ai appelé l'avocat que ma grand-mère utilisait autrefois pour sa succession et j'ai pris rendez-vous. La réceptionniste a marqué une pause quand j'ai donné mon nom. La petite fille d'Unice Miles, a-t-elle demandé. Elle nous avait demandé de vous attendre un jour. J'ai cligné des yeux. Vraiment? Oui. Elle a dit, quand vous viendriez, ce serait parce que vous seriez prête. Cela m'a laissé bouche bée. Le jour du rendez-vous, je portais le seul blazer que je possédais et je me suis assise en face d'un homme aux cheveux gris nommé Warren, qui avait l'air d'avoir pris sa retraite émotionnelle vers 2004. Mais il était vif. Il m'a tendu une enveloppe scellée, déjà adressée de l'écriture d'Unice. À l'intérieur se trouvait un testament révisé, daté de 6 mois avant sa mort. Tout m'était légué. La maison, ses économies, son nom. Ils ne le savent pas encore, a dit Warren en hochant la tête vers le document. Mais ils le sauront. De retour à la maison, je n'ai rien dit à personne. Je suis juste retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai regardé les murs dans lesquels j'avais grandi, repeints trop de fois, mais jamais assez pour effacer ce qui se trouvait en dessous. J'ai fait du thé. J'ai plié le testament et les glissé dans les archives Klein. Puis j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert les notes, j'ai tapé un mouvement de plus et je vous verrai au tribunal. Puis je l'ai lu à voix haute, non pas parce que j'avais besoin de l'entendre, mais parce qu'ils en avaient besoin. Juste de la clarté. C'est tout ce que j'ai mis en ligne. Pas de légende, pas de commentaires, juste des diapositives de documents, les formulaires d'évaluation non signés, le courriel confirmant que l'établissement n'avait aucune base légale pour me retenir, des captures d'écran de messages textes, le testament manuscrit de ma grand-mère. Je n'ai identifié personne. Je n'ai même pas activé les commentaires. La vérité n'avait pas besoin d'un cœur. Elle avait juste besoin d'exister. En 1 heure, la vidéo avait plus de 1000 vues. J'ai quitté la maison sans dire un mot. Il était 10h43. Le ciel avait cette teinte délavée du Tennessee qui donnait l'impression que tout était passé par un cycle de trop dans une machine à laver. L'air ressemblait à du coton humide, lourd, collant. J'ai retrouvé Irene au Walker's dîner juste après midi. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise dans notre box habituelle près de la fenêtre, un dossier ouvert devant elle, et une part de tarte à la crème de coco intacte. « Tu n'as pas dormi ?» a-t-elle dit alors que je me glissais sur la banquette en face d'elle. J'ai hoché la tête. Pas eu besoin. Elle a tapoté le dossier. C'est prêt. J'ai parlé au cabinet ce matin. Ils t'attendent. Le dossier était épais, chaque impression que je lui avais donnée au cours des 2 dernières semaines, chaque document supplémentaire qu'elle m'avait aidé à trouver, des messages, des photos, des courriels horodatés. Elle avait même codé les onglets par couleur. Bleu pour les preuves, rouge pour les violations, jaune pour les réponses en attente. Chaque fois que je l'ouvrais, je voyais ma vie en couches de douleur et de papier. Je veux déposer ça officiellement, ai-je dit, bien qu'elle le sache déjà. Pas d'avertissement, pas de réunion, pas de conversation. Bien, a-t-elle répondu. Plus de chuchotements, seulement des signatures. Le bureau de l'aide juridique était calme quand je suis entré. Des murs beiges,
un ventilateur de plafond bourdonnant, et l'odeur de toner. La femme à l'accueil a souri, m'a offert de l'eau, et m'a demandé de remplir un formulaire. À 14 heures, j'étais assise en face d'un avocat nommé Mitchell Allen, la cinquantaine, des lunettes épaisses, des yeux qui semblaient ne rien manquer. Je lui ai tendu le dossier. Il n'a pas beaucoup parlé en feuilletant les pages. Sa bouche s'est contractée plusieurs fois, ses sourcils se sont levés une fois, mais il n'a rien dit jusqu'à ce qu'il atteigne le dernier onglet. Il a fermé le dossier lentement et a levé les yeux. Ceci, a-t-il dit, n'est pas seulement admissible, c'est solide. J'ai expiré pour la première fois de la journée. Nous allons demander des dommages et intérêts, a-t-il poursuivi, mais nous demanderons également une mesure d'injonction. Cela signifie que si cela va de l'avant, nous pouvons demander au tribunal de leur interdire tout contact ultérieur pendant la procédure. Et l'héritage? Nous y viendrons, mais d'abord, nous les frappons là où ça fait mal. 3 jours plus tard, les papiers ont été signifiés. Le procès nommait les 3, ma mère, mon père et Vera. Les allégations comprenaient la violence psychologique, le dépôt psychiatrique frauduleux, et la tentative de contrôle illégal de mes droits légaux et de ma propriété. Je n'ai rien publié à ce sujet. Je n'en ai pas parlé à mes amis. Je n'en ai même pas soufflé mot en dehors de cette pièce. Mais les rumeurs ont commencé quand même. Le bouche-à-oreille de la communauté de Knoxville est plus rapide que n'importe quel coursier juridique. À l'épicerie, 2 femmes m'ont regardé, puis ont chuchoté derrière des boîtes de conserve. À la laverie, un homme plus âgé a demandé « N'êtes-vous pas la petite fille d'Eunice Miles ? Je pensais que votre famille était soudée. » Nous l'étions autrefois, ai-je répondu. La nouvelle s'est répandue davantage lorsque Vera a répondu. Elle a publié une vidéo depuis sa salle de bain, les cheveux en vague parfaite, le maquillage doux et sympathique. Elle a des difficultés, a-t-elle dit, la voix basse et chaleureuse, comme si elle parlait d'un membre de la famille atteint de démence précoce. Grand-mère n'allait pas bien vers la fin. Elle était confuse. Nous essayons juste de protéger son héritage. Les commentaires étaient vicieux. Elle essaie de voler la famille. Cette sœur a toujours été instable. On peut voir la jalousie dans ses yeux. J'ai sauvegardé la vidéo et, pour la première fois, j'ai répondu non pas avec des mots, mais avec des documents. Une autre publication, un autre diaporama. Pas de musique, pas de narration, juste les faits. Cette fois, j'ai ajouté une seule carte de titre, le silence hérité s'arrête ici. Quelques nuits plus tard, je pliais du linge dans l'appartement quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, mais ils ont rappelé. J'ai décroché à la 3e sonnerie. Kaya Miles. Oui. Ici Jennifer Santos, avocate spécialiste en succession pour la succession d'Eunice Miles. Ma gorge s'est nouée. Oui, nous essayons de vous joindre. Le testament de votre grand-mère a été lu peu après son décès. Vous avez été nommé unique bénéficiaire. Je n'ai pas parlé. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le sèche-linge. Elle vous a tout laissé, Madame Miles, la maison, les économies, les effets personnels. Nous avions une correspondance notant que cela était confidentiel jusqu'à ce que vous nous contactiez, selon sa demande. Votre mère et votre sœur le contestent. Bien sûr qu'elles le font, ai-je dit doucement. Mais le document est scellé. C'est clair. Elles n'ont aucune base légale. L'appel s'est terminé par une invitation au bureau le lundi suivant. Je me suis assise sur le sol à côté d'une serviette à moitié pliée et j'ai fixé le vide pendant 5 minutes complètes. Ma grand-mère avait su. Elle avait su que le jour viendrait où j'aurais besoin d'une maison que personne d'autre ne pourrait me prendre. Ce samedi-là, j'ai fait une promenade devant la maison. Je ne suis pas entré. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste marché lentement, laissant mes yeux se poser sur le porche où j'avais l'habitude de m'asseoir les soirs d'été, comptant les étoiles et les piqûres de moustiques, où elle buvait du thé glacé et me racontait des histoires sur ses sœurs en Géorgie, où j'ai cru un jour que l'amour vivait. J'ai chuchoté, cette maison le savait. Elle m'attendait. Puis j'ai continué à marcher. Quand je suis revenu à l'appartement, j'ai ouvert une valise. Non pas parce que je fuyais, mais parce que je rentrais enfin à la maison. Je savais que tu rentrerais à la maison, K. Cette voix, sa voix, n'a pas résonné dans le couloir comme un tour de film effrayant. Elle a atterri quelque part de plus profond, familier, inébranlable.
Je me tenais juste à l'intérieur de la porte de la vieille maison victorienne, celle qui avait été dépouillée de sa chaleur depuis son décès. Et pourtant, cette nuit-là, l'air était différent, comme si la maison avait enfin expiré, comme si elle connaissait le poids que j'avais porté pour arriver là. Il était presque minuit. La lumière du porche a clignoté une fois, puis s'est stabilisée. Le plancher a grincé sous mes pieds alors que je posais mon sac et que je passais une main le long du mur du couloir. Peinture écaillée, texture inégale, vieux trou de clous qui contenait autrefois des photos de famille. Le silence n'était pas vide. Il ressemblait à de l'attente. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. La chambre principale contenait encore trop de souvenirs d'elle, des livres avec des notes dans les marges, l'odeur de lilas et de cire à bois, un chapelet enroulé autour d'un abat-jour fissuré. Je n'étais pas encore prête à entrer dans cet espace. Le matin, j'étais prête pour le tribunal. Je n'ai pas mangé. Je ne me suis pas bouclé les cheveux. Je portais le même blazer noir que le jour où j'avais déposé la plainte et un chemisier bleu marine que grand-mère avait un jour qualifié de « chic mais pas ostentatoire ». La salle d'audience n'était pas grande. Elle sentait le vieux papier et le désinfectant au citron. Je suis entré en tenant le même dossier qu'Irene m'avait aidé à constituer, les archives Klein. À l'intérieur, des années de déni, enfin organisées. Les premiers rangs étaient bondés. Quelques personnes que je reconnaissais de l'église, 2 anciens voisins, et un journaliste local que je n'avais pas invité. Ma mère était assise à la table de la défense dans un tailleur garni de perles qu'elle n'avait pas porté depuis le service de Pâques il y a 4 ans. Vera était assise à côté d'elle, portant des lunettes de soleil à l'intérieur comme si elle pensait que ça la rendait intouchable. Papa n'est pas venu. Quand j'ai pris ma place en face d'eux, je n'ai pas bronché. Je n'ai pas détourné le regard. Le juge est entré, et tout s'est mis en mouvement. Le témoignage a commencé par des faits. Mon avocat, Mitchell Allen, a présenté chaque preuve comme des pièces de puzzle, pas comme des armes. Il a guidé le juge à travers le rapport médical de 2000, les documents psychiatriques frauduleux, les captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux, et enfin, le testament de ma grand-mère. Chaque élément était accompagné d'une voix de soutien. L'infirmière de ma visite aux urgences d'enfance a pris l'avion depuis la Géorgie pour témoigner. Elle portait du rose pâle et m'appelait « ma petite », comme elle le faisait quand j'avais 10 ans. Irene a présenté une chronologie détaillée, des messages textes, des notes vocales, du harcèlement horodaté, calme, méthodique, brillante. Ma bénévole de l'aide juridique, Ashley, a expliqué en termes simples comment l'abus de tutelle commence souvent par de petites choses, des phrases comme « juste inquiète » et « je ne fais que veiller sur eux », avant de dégénérer en contrôle total. Vera a interrompu une fois. « C'est ridicule », a-t-elle lancé en se levant. Elle invente des histoires. Elle a toujours eu besoin d'être la victime. Le juge, une femme pragmatique aux yeux fatigués et à la voix de gravier, a frappé avec son marteau. Une autre interruption, Madame Klein, et vous serez expulsée. Vera s'est assise brusquement. Je l'ai regardé tordre le bord de sa manche avec son pouce. Sa mère, ma mère, s'est penchée pour lui serrer la main. Elles ne m'ont pas regardé. Elles n'en avaient pas besoin. Je ne leur parlais plus. Je parlais à la salle, au juge, au dossier, et plus que tout, à la fille que j'étais autrefois, celle que personne ne croyait. Quand ce fut mon tour, je me suis levé. Mes mains n'ont pas tremblé. Je ne suis pas ici pour me venger, ai-je commencé. Je suis ici parce que la vérité ne devrait pas dépendre de la popularité, de la manipulation ou de la capacité à mentir avec un sourire. La salle d'audience était silencieuse. J'ai continué, les guidant à travers chaque moment, non pas avec des larmes, mais avec clarté. Le défi de l'eau de Javel, la visite à l'hôpital, les années de silence qui ont suivi. Le moment où j'ai été enfermé dans un établissement sans mon consentement, dépouillé de ma dignité sous couvert de soins. La façon dont mon histoire avait toujours été réécrite par ceux qui avaient des voix plus fortes. Je ne suis pas en colère qu'ils aient essayé de me contrôler, ai-je dit. Je suis en colère qu'ils aient été si à l'aise de le faire et que ça ait failli marcher. Le juge a écouté. Elle a posé des questions. Elle a pris des notes. Puis elle a suspendu l'audience pour délibérer. Ça a pris 1 heure. Je me suis assise seule sur un banc à l'extérieur, mon dossier à côté de moi, maintenant non ouvert. Je n'avais plus rien à prouver. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais déjà parlé. Lorsque la salle d'audience s'est réunie à nouveau, la pièce a retenu son souffle. Le verdict du juge était clair.
Le testament a été confirmé. J'ai été nommée unique héritière de la succession de ma grand-mère, maison, économie, tout. Une ordonnance restrictive permanente a été émise contre Daphné et Vera. Le dossier du tribunal reflèterait un schéma de violence psychologique soutenue, de manipulation et d'action frauduleuse. À l'extérieur de cette salle d'audience, la presse attendait, mais je ne leur ai pas donné de petites phrases. Je leur ai donné le silence. À la tombée de la nuit, les dégâts avaient commencé à se propager. Vera a perdu 2 contrats de marque majeure en 24 heures. L'un a publié une déclaration publique, nous nous opposons à la violence familiale sous toutes ses formes. Sa vidéo d'excuses a été publiée ce week-end. Des larmes de crocodile, une musique de piano douce en arrière-plan. Une légende vague, nous faisons tous des erreurs. Veuillez permettre un espace pour la guérison. Les commentaires ont été verrouillés en moins de 10 minutes. Le groupe communautaire de maman a discrètement retiré son nom de leur bulletin mensuel. Elle a essayé de jouer la victime, mais les gens se souvenaient. Les gens savaient. Je ne me suis pas réjoui. Je ne me sentais pas victorieuse, mais je me sentais soulagée. Alors qu'Irene et moi sortions ensemble du palais de justice, elle m'a serré la main. C'est fini maintenant, a-t-elle dit doucement. J'ai regardé le coucher de soleil peindre le ciel au-dessus de la ville et j'ai secoué la tête. Non, ça a juste changé. Plus tard dans la nuit, je suis retourné en voiture à la maison victorienne. La lumière du Porsche a clignoté alors que je me garais dans l'allée. J'ai fait une pause, agrippant le volant, puis je suis sorti lentement. La nuit était calme, seulement le bruit des grillons et le doux bourdonnement du trafic lointain. Je me suis dirigé vers la porte, clé en main. Alors que je tournais la serrure et que j'entrais, l'odeur du vieux bois, de la lavande et de quelque chose d'incontestablement elle m'a accueilli, non pas littéralement, mais en mémoire. Je suis resté dans le couloir, écoutant l'écho d'une maison qui m'avait attendu. Et puis je l'ai entendue aussi clairement que si elle se tenait derrière moi. Je savais que tu rentrerais à la maison, K. Puis ferme la porte. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, le silence qui a suivi n'était pas vide. Il ne résonnait pas des répliques d'une insulte claquée ou de l'anticipation d'être rappelé pour m'expliquer. Il était, tout simplement, calme. Honnête. Je me tenais dans le hall d'entrée de la maison qui m'appartenait désormais, regardant la dernière lueur de flamme vaciller et s'éteindre dans la cheminée. La lettre non signée s'était transformée en cendre en quelques secondes. Les menaces ne durent pas longtemps lorsqu'elles sont exposées à la lumière. Dehors, le vent s'était levé, balayant les feuilles mortes sur le porche comme pour aider à enlever ce qui n'avait pas sa place. L'air avait cette morsure de fin d'automne, vif et pur, et j'ai fermé doucement la porte d'entrée derrière moi. Sans la claquer, sans fuir, juste fini. Le lendemain matin, j'ai commencé par le haut. La maison avait besoin de plus que de nouveaux rideaux ou d'une nouvelle couche de peinture. Elle avait besoin de respirer à nouveau. J'ai ouvert toutes les fenêtres des pièces du bas, laissé le froid traverser le bois, la poussière et les souvenirs. Le salon conservait encore la légère odeur de lilas du vieux fauteuil d'Unis, et je l'ai laissé là, exactement comme elle l'avait laissé. Tout le reste photos délavées, cadres vides, vaisselle ébréchée dans la cuisine étalée dans des boîtes. Ce n'était pas un acte d'effacement. C'était une réappropriation. À midi, je me suis retrouvé dans le couloir juste à l'extérieur de ce qui était autrefois la chambre d'amis, bien que je n'y ai vu des invités dormir qu'une seule fois, et c'était en 2006. Le papier peint se décollait dans les coins, et le radiateur de la plainte émettait un bourdonnement bas et persistant. Je suis entré, j'ai inspecté l'espace, puis je me suis dirigé vers la cheminée. J'ai accroché une seule photo, une seule. C'était une Unis riant dans son jardin, tenant une tomate tordue dans une main comme si c'était un prix de la foire du comté. C'était la version d'elle avec laquelle je voulais me réveiller. Pas la matriarche convenable en pantalon repassé, mais la femme qui arrachait ses propres mauvaises herbes et buvait son café noir parce que, le sucre, c'est pour les gens qui n'ont pas vu assez de matin. Avec cette photo au-dessus de la cheminée, je savais que la pièce était de nouveau à elle et, par extension, à moi. Plus tard dans l'après-midi, j'ai regardé de l'autre côté de la rue un shérif adjoint frapper à la porte d'entrée de la maison où j'avais vécu autrefois, celle que j'ai laissée derrière moi quand elle a essayé de m'avaler tout entière. Daphné l'a ouverte lentement, la bouche serrée, les yeux durs. Je ne pouvais pas entendre ce qui était dit, mais je n'en avais pas besoin. Je connaissais le contenu de l'enveloppe. Confirmation légale finale de l'ordre d'expulsion. 48 heures pour quitter les lieux. Aucun contact autorisé.
Aucun autre recours. Vera est apparue à côté d'elle, les bras croisés, portant des lunettes de soleil même s'il faisait nuageux. Elle n'a pas crié. Pas au début. Mais lorsque le shérif adjoint s'est retourné pour partir, Vera est sortie sur le porche et a crié à travers la pelouse, « Tu es dégoûtante, K. Cette maison? Tu penses que ça te rend meilleur que nous ?» Je n'ai pas répondu. La voix de Daphné est venue ensuite. Plus douce, plus faible. « K, s'il te plaît. Ce n'est pas toi. » Je suis resté immobile. « Ce n'est pas ce que ta grand-mère voulait, » a-t-elle ajouté, la voix brisée. Elle était confuse. Elle ne voulait pas dire, elle savait exactement ce qu'elle voulait dire, ai-je dit. Vous êtes juste en colère qu'elle ne voulait pas dire en premier. Puis je me suis retourné et je suis rentré dans ma maison. Pas de porte claquée, pas de grand geste, juste une conclusion. Le soir, j'ai préparé un gâteau au citron, la recette qu'une Eunice avait mémorisée, celle qu'elle n'avait jamais écrite mais qu'elle m'avait apprise par cœur quand j'avais 13 ans. La maison sentait de nouveau les dimanches. Beurre, sucre, zeste épais. Le porche était silencieux. Pas de pas, pas de cris, juste le bruit des oiseaux s'installant dans les arbres pour la nuit et le bruissement occasionnel du vent dans les gouttières. Je me suis assise sur la balançoire devant avec une part de gâteau tiède, enveloppée dans une couverture, regardant le dernier rayon de soleil disparaître derrière les maisons au bout de la rue. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose de symbolique, mais pas pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Je me suis connecté à mes anciens comptes et j'ai tout changé. J'ai bloqué tous les numéros de ma famille. J'ai fermé la carte de crédit partagée que ma mère avait insisté pour que je garde pour les urgences. J'ai retiré mon nom de famille des réseaux sociaux. Je n'essayais pas de disparaître. Je me séparais simplement. Plus tard cette semaine-là, mon histoire a commencé à circuler, non pas de ma main, mais par d'autres. Le refuge pour femmes que j'avais discrètement soutenu a reposté mon diaporama silencieux de documents judiciaires. Des pages de plaidoyer ont cité mon témoignage. J'ai reçu des messages d'inconnus. Des femmes que je n'avais jamais rencontrées qui disaient « Merci d'avoir parlé ». Ou « On m'a aussi appelé dramatique ». Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre elles. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je ne savais pas quoi dire. Je n'essayais pas de devenir un symbole. J'essayais juste de survivre. Et maintenant, peut-être, de reconstruire. Le troisième matin, les déménageurs sont arrivés. Je suis resté à l'étage. Je n'ai pas regardé pendant qu'il emportait les meubles que ma mère appelait autrefois des pièces d'héritage. Je n'ai pas bronché quand j'ai entendu Vera crier sur quelqu'un au téléphone. Je n'ai même pas regardé par la fenêtre quand la porte a claqué. Au coucher du soleil, la maison était vide. Pas la mienne. La leur. La mienne était pleine de vieilles lumières et de nouveaux silences. Alors que le crépuscule s'installait, je suis sorti de nouveau sur le porche. Une seule enveloppe se trouvait dans la boîte aux lettres. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste mon nom. À l'intérieur, une ligne griffonnée à l'encre. Tu le regretteras. Pas de signature. Je n'ai pas bronché. Je suis rentré, j'ai jeté la lettre dans la cheminée, j'ai allumé une allumette et je l'ai regardée se recroqueviller en un rien noirci. Puis j'ai fermé la porte. Elle s'est refermée derrière moi avec une douceur qui semblait finale. Pas comme celle claquée de l'enfance, pas les précipités de la fuite. Celle-ci ne visait pas à exclure quelqu'un. Elle visait à garder quelque chose à l'intérieur. La paix. Quelque chose que je ne connaissais pas depuis assez longtemps pour y faire entièrement confiance, mais assez pour en reconnaître la forme. La première semaine seule n'a pas été silencieuse comme je l'avais imaginé. Elle respirait. La maison avait ses propres rythmes. Des tuyaux qui grinçaient le matin, des oiseaux qui tapaient aux fenêtres, le soupir des planchers qui avaient survécu à tous les secrets. Je ne me suis pas précipité pour remplir les pièces. Je ne décorais pas. J'écoutais. J'ai commencé par la pièce de devant. Le papier peint se décollait, et la boiserie autour de la fenêtre s'était fendillée après des années de soleil et de négligence. Pourtant, c'était l'espace le plus lumineux de la maison. J'ai peint les murs d'un jaune doux, pas à la mode, pas sourd, mais le genre de jaune qui vous donne envie d'ouvrir les yeux un peu plus longtemps. Les voisins n'ont pas dit grand-chose. Quelques hochements de tête quand je passais, quelques sourires hésitants. L'un d'eux a laissé une tarte sur mon porche avec une note qui disait simplement « Contente que ce soit toi maintenant ». C'était suffisant. Chaque matin,
je faisais du café et j'écrivais une seule ligne dans le cahier que je gardais ouvert sur la table de la cuisine. Juste une. Je ne réfléchissais pas trop. Certaines étaient aussi simples que « je suis toujours là ». D'autres ressemblaient à des poèmes que je ne voulais pas écrire. Le 7e jour, j'ai écrit « Aujourd'hui, je peux décider qui je suis ». Cet après-midi-là, je me suis assise près de la fenêtre où la lumière frappait le mieux et j'ai écrit la lettre. Pas à eux, à elle. À la fille que j'étais. Cher moi, tu n'as jamais été le problème. Tu pleurais parce que tu t'en souciais. Tu restais silencieuse parce qu'ils t'ont appris que les mots étaient des armes. Mais maintenant, tu parles. Et quand tu ne le fais pas, ton immobilité dit encore tout. Je te vois maintenant, non pas comme la fille qu'il blâmait, mais comme celle qu'il craignait parce que tu portais la vérité trop tôt. Tu méritais un amour sans condition. Et maintenant, tu l'as de ma part. De toi-même. Avec amour, Kaya Miles, propriétaire, survivante et entière. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans la vieille boîte à recettes qu'Unis avait laissée. Non pas parce que j'avais besoin de la cacher, mais parce que je la voulais entourer de choses faites pour la joie. Des fiches tachées de fleurs, des coupures éclaboussées d'huile, une note de son écriture qui disait « Fais un gâteau comme si quelqu'un venait, même si personne ne vient ». 2 jours plus tard, la chute de Vera a fait les gros titres locaux. Un titre sur le site de la communauté disait « Une influenceuse beauté perd ses sponsors après une décision de justice familiale ». L'article citait des sections du dossier judiciaire. Rien de graphique, juste assez pour tirer le fil. Les commentaires étaient impitoyables. Pourquoi les gens protègent-ils les agresseurs juste parce qu'ils sont jolis? Tellement contente que quelqu'un l'ait enfin dénoncé. Ma fille m'a montré ça. Toutes les lycéennes doivent voir ce qui se passe quand on harcèle pendant des années en pensant que personne ne regarde. Cette nuit-là, Vera a posté une vidéo, le visage nu, les yeux gonflés, le ton haletant. J'ai fait des erreurs, a-t-elle dit. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Je suis sur un chemin de guérison. Les commentaires ont été désactivés avant que la vidéo n'atteigne 400 vues. Je ne l'ai pas regardée une deuxième fois. Je n'en avais pas besoin. Maman, quant à elle, a complètement disparu du quartier. Le bruit a couru qu'elle avait emménagé avec un cousin à Marieville. Personne ne la voyait à l'église. Ses publications de bénévolat sont devenues silencieuses. Quelqu'un d'autre a repris le bulletin d'information. Un jour, j'ai reçu un message vocal d'un numéro inconnu. C'était elle. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai supprimé avant même qu'il ne soit lu. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'étais en train de guérir. On n'ouvre pas la porte à un incendie une fois qu'on a enfin reconstruit les murs. Ce week-end-là, j'ai trouvé une petite photo dans une vieille enveloppe glissée derrière un livre sur l'étagère du salon. C'était moi à 10 ans, coupe de cheveux maladroite, yeux trop grands pour mon visage, tenant un ruban de foire scientifique avec un sourire de travers. J'avais oublié cette version de moi. Je l'ai encadrée, l'ai posée sur la cheminée à côté de la photo d'une Eunice, non pas pour pleurer l'enfance que je n'ai pas eue, mais pour honorer la fille qui y a survécu. La vérité, c'est que ça persiste encore. Je sursaute encore quand une porte claque. Je vérifie encore les serrures 2 fois, parfois 3. Mais la différence maintenant, c'est que je n'attends pas la tempête. Je suis assise dans la maison que j'ai réclamée, sous un toit construit par une femme qui savait que le silence n'était pas la sécurité et qui m'a donné les clés non seulement des briques et du bois, mais de la liberté que je n'aurais jamais pensé connaître. Ce soir-là, j'ai de nouveau fait le gâteau au citron. La pâte s'est formée comme un souvenir. Chaque coup de cuillère un battement de cœur. Quand il a été prêt, j'ai coupé une tranche épaisse, j'ai versé un verre de lait et je me suis assise près de la fenêtre. Dehors, le monde continuait. À l'intérieur, il n'y avait que moi, la lumière du soleil réchauffant mon visage, et pas un seul bruit à l'étage. Et ils avaient raison sur une chose. Personne ne s'attendait à savoir qui serait le prochain propriétaire de la maison. Parfois, la force la plus bruyante est celle qui ne crie pas. Elle s'en va simplement et construit quelque chose de mieux. K ne s'est pas battue pour être crue. Elle s'est battue pour être libre. Et ce faisant, elle nous a rappelé qu'on n'est pas obligé de rester là où l'amour est conditionnel ou là où votre vérité est niée. Vous a-t-on déjà fait sentir comme le méchant de votre propre histoire juste pour avoir parlé? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires réelles de pouvoir tranquille et de justice inattendue.